Bonjour, bienvenue sur Zone Franche. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les esquisses de la loi des finances, exercice 2021. Le gouvernement prépare en effet son budget de l'année prochaine. Il est allé soumettre la première mouture aux honorables députés par le biais du ministre des Finances lundi dernier. Que contient ce projet de loi? Quels sont les grands axes et les grands aspects? À quel niveau en est-on concernant l'exécution de la loi des finances en cours? C'est de cela que nous parlons ce dimanche avec notre invité, Gérard Gbenochi, député à l'Assemblée nationale. Il est le président de la Commission des finances et des échanges. Bonjour, honorable. Cher Abini Tanguy, bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Merci. Zone Franche, justement, que j'anime ce matin avec André Doussa, comme il est de coutume depuis un moment maintenant. André Doussa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour honorable Gbenochi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle très rapidement que cette émission est retransmise sur nos médias partenaires, Solidarité FM, Candy FM, Fraternité FM à Parakou, et bien évidemment sur le www.canal3television.com. Honorable Gbenochi, vous sortez fraîchement, c'est vrai que ça a eu lieu cette semaine, du débat d'orientation budgétaire. Président de la Commission des finances, soufflez-nous à quoi va ressembler 2021 pour le citoyen béninois. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore au projet de loi de finances, mais nous sommes dans la démarche de la confession du projet de loi de finances. Le Bénin fait partie de l'UEMOA et une des directives de l'UEMOA impose aux États membres d'organiser ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire chaque année, au plus tard au 30 juin de l'année. Alors, à travers la loi relative aux lois de finances qu'on appelle la LOF, le Bénin a internalisé cette directive de l'UEMOA dans son arsenal juridique interne. Et depuis lors, le Bénin organise ce débat-là. Depuis 2014, le Bénin a commencé, la loi de 2013, donc depuis 2014, le Bénin a commencé à faire ce débat-là. Et ce débat permet au gouvernement de venir déjà, au plus tard le 30 juin, exposer au Parlement, aux députés qui sont les élus du peuple, la trajectoire qu'il entend donner au projet de loi de finances de l'année à venir. Donc, le document qui sert de base pour décliner cette trajectoire est ce qu'on appelle le DPBED, le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel, qui est accompagné par le document de programmation des dépenses, le DPPD. Donc, cette année, le Bénin, à travers l'imposition qui lui est faite par l'article 59 de cette loi, est venu donc sacrifier à cette obligation à travers donc le ministre des Finances qui était venu donc pour exposer le contenu donc de ce document, décliner la trajectoire que le gouvernement entend donner au budget de 2021, et cela a suscité un débat. D'abord, le document est adopté en Conseil des ministres, transmis donc au président de l'Assemblée nationale, et puis le président à la session suivante communique cela et l'affecte à la Commission des finances quant au fond et à la commission du plan pour avis. Ces deux commissions travaillent en commission avec le ministre des Finances et l'ensemble de ses cadres sur ce document, ensemble avec les députés cette année. Et j'ai noté un engouement terrible de tous les députés pendant ces travaux, les travaux en commission sur ce document, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était des travaux en commission, on avait l'impression que c'était une plénière. Donc beaucoup de députés étaient arrivés et ont l'occasion, pendant donc ces travaux-là, d'exprimer leur point de vue par rapport au projet, à la déclinaison que le gouvernement entend donner au projet de loi de finances l'année suivante. Ils sont les mandataires du peuple, c'est eux qui connaissent les besoins des populations, c'est à eux de dire au gouvernement la trajectoire qu'il entend donner n'est pas bonne ou d'aller dans tel ou tel autre sens. Et cela est sanctionné par des recommandations. Si on a pu noter cet engouement au niveau des députés, qu'ils ont été aussi nombreux et sans doute certainement concernés par les orientations budgétaires, c'est que peut-être il y a des orientations, des options du gouvernement qui peut-être ne leur plaisent pas, ne leur ont pas plu et qu'ils ont tenu à le faire savoir. Est-ce que je me suis... Non. Est-ce que c'est exact Non, vous savez aussi, vous savez que
le Parlement a été renouvelé à plus de 60%. Tout à fait. Nous avons beaucoup de nouveaux députés qui s'intéressent aussi à ce débat. Ils veulent voir comment ça se passe. Venir, c'est l'occasion pour eux de participer. C'est donc juste un apprentissage. Bon, quelque part, mais c'est intéressant. On va parler des préoccupations non, ce n'est pas un apprentissage, je dis, okay. c'est le premier point de vue. D'abord, nous avons beaucoup de nouveaux députés qui s'intéressent donc à l'activité parlementaire. Vous avez vu, le président de l'Assemblée a dit que le taux de présence aux travaux de l'Assemblée nationale s'est amélioré. Ça veut dire que les gens sont davantage impliqués dans les travaux. Ils ne viennent pas pour la forme, ce n'est pas pour améliorer le taux de présence, mais ils participent au débat et ils soumettent au gouvernement les réelles préoccupations des populations. J'ai pu noter un grand nombre de questions qui ont été posées au ministre des Finances, près d'une soixantaine. Le gouvernement a répondu à toutes ces préoccupations des députés. Par la suite, lors du grand débat le lundi passé, un certain nombre de recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement et les députés entendent que le gouvernement transcrive ces recommandations-là dans la mouture finale du projet de loi de finances qui sera donc envoyé à l'Assemblée nationale. En tant que président de la Commission des finances et des échanges, j'ai déjà fait le relevé de ces recommandations que j'ai donc adressé au président de l'Assemblée nationale qui se fera le devoir de l'envoyer au ministre des Finances. Et nous veillons toujours à ce que les recommandations soient donc transcrites dans le projet de loi de finances, la mouture finale qui nous sera adressée. Et on vérifie à chaque fois pour voir quelles sont les recommandations qui ont été prises en compte, lesquelles n'ont pas été prises en compte, et on interpelle le gouvernement là-dessus. Mais honorable, vous n'aviez pas répondu à la première question de André C'était Dossard. Quelle question? Ça va ressembler à quoi 2021 sur le plan de finances? C'était nécessaire de planter. Est-ce que ce sera une année sociale, une année de défense, c'est-à-dire que la question militaire, ou une année économique, ou encore une année de serrage de ceinture? Oui, quand on parle, je pense que nous n'en sommes pas encore là. On ne va pas encore dans les détails du projet de loi de finances. On dit c'est les grandes orientations. Et ce que vous devez connaître, c'est que, premièrement, le gouvernement nous situe pour nous dire le contexte dans lequel il s'en va confectionner ce projet de loi de finances. Et le contexte, c'est d'abord au plan mondial. Il y a ce que vous connaissez déjà qui est la grande crise sanitaire de la Covid-19 qui secoue le monde entier avec son corollaire de mesures de confinement prises par un certain nombre de pays. Et tout cela a déteint négativement sur l'économie mondiale. Donc ça, c'est le premier contexte. Au plan régional, c'est la même chose. Et au plan interne, le Bénin n'échappe pas. Donc, dans ce contexte, le FMI a projeté que, au plan mondial, la croissance ne sera plus ce qu'elle était. La trajectoire donc va se rétrécir un peu. Mais au plan interne, le Bénin n'échappe pas. C'est pour cela que le gouvernement nous dit que le taux de croissance qui était prévu pour 2020 à 7,6% sera revu à la baisse, plutôt à 3,5%. Malgré cela, le Bénin fait partie donc des meilleurs en termes de croissance dans les pays de l'UEMOA. Donc, c'est dans ce contexte que le budget sera confectionné et selon trois scénarios. Un, le scénario de référence. Le scénario de référence, c'est ce qui est entendu avec les FMI, que les conséquences de la COVID-19 vont s'estomper vers la fin de l'année, puis en 2020-2021, la progression, la croissance va reprendre. Donc dans ce contexte-là, le taux de croissance du Bénin est projeté pour être à 6% en 2021. Deuxièmement, le scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, c'est que les conséquences négatives de la COVID-19 vont perdurer en 2020, s'accentuer en 2021. Dans ce cas-là, le taux de croissance est prévu pour être à 4,1%. Et le dernier scénario est le scénario optimiste où
il y aura reprise, les effets vont s'estomper très tôt. Mais dans tous les cas, on est optimiste, puisqu'on passe de 3%, 3,5% à 4%, même dans le scénario qu'on pourrait appeler Ouattara. Ça veut dire que même dans le pire... Quels sont les éléments sur lesquels, justement, le gouvernement veut surfer pour avoir, je dois dire, ces éléments de projection? Oui, c'est parce que les mesures de résilience de notre économie face aux chocs exogènes qui ont été mis en place par le gouvernement depuis 2016 sont en train de produire leurs effets et ont permis que notre économie soit de plus en plus robuste, ce qui fait qu'elle fléchit difficilement face aux chocs exogènes de tels... On n'a pas eu le temps de l'apprécier, honorable, puisque vous l'appréciez déjà. Vous avez vu depuis en 2019, le Nigeria a fermé ses frontières. Oui. Depuis août 2019. C'est pratiquement un an. Et malgré cela, vous avez vu que cela n'a pas affecté négativement le Bénin. Hein? Ça veut dire que notre gouvernement met du sérieux dans la bonne gouvernance, dans les réformes qui permettent que les régies financières soient donc performantes, hein, dans la mobilisation des ressources intérieures qui devient donc une réalité. Hein. Donc tout cela mis ensemble fait que notre économie est de plus en plus robuste et de sorte que même ça face aux chocs exogènes tels que la fermeture des frontières du Nigeria, tels que la maladie de la Covid-19 qui secoue donc difficilement donc le pays. Malgré cela, nous nous en sortirons quand nous allons arriver. Est-ce que c'est un miracle? Non. Quand nous allons arriver sur l'exécution du budget 2020 en cours au premier trimestre, je vais vous en parler. On va en parler. Justement, honorable, oui, la Covid-19 a bon dos, hein, on lui attribue beaucoup ces temps-ci, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais dites-nous, malgré les perspectives, ma foi, prometteuses, heureuses que vous avez décrites, on apprend dans la coulisse que le budget de l'année prochaine pourrait connaître une certaine diminution. En tout cas, on apprend dans la coulisse que ça sera de l'ordre de 1,3 plutôt que, en tout cas, moins que l'année dernière. Oui. Comment pouvez-vous alors comprendre que l'on espère que l'année prochaine soit meilleure à cette année quand le budget, déjà, le montant sera inférieur au budget précédent? Non, d'office, quand on dit que le budget va enregistrer une régression, ne serait que d'1%, ça veut dire qu'on fait des coupes sombres sur des rubriques données. Donc forcément, sur ce plan-là, on ne peut pas dire que tout ira pour le meilleur, dans le meilleur des mondes possible. Sacrifice, ça veut dire qu'il n'y a pas les moyens d'évoluer, de croître, d'avoir une meilleure croissance. Personne ne pouvait prévoir cette maladie-là, cette pandémie, c'est arrivé. Et tous les Béninois en souffrent. Disons, le monde entier en souffre, le Bénin en souffre, nous, Béninois, nous en souffrons. C'est une évidence que cela affecte négativement nos finances. Et ça va de soi qu'en 2021, même si on dit qu'il y aura croissance, la croissance, c'est la différence entre donc deux montants donnés. Donc on était à tel niveau, on a évolué vers tel niveau, mais en termes de ressources, ça va diminuer légèrement. Et ça va impacter sur certaines lignes, certaines dépenses. Mais en gros, ça ne réduit pas la capacité de Bénin à faire face aux problèmes qui se posent aux populations. Nous continuerons donc de faire face aux problèmes des populations. Le social sera présent, l'assainissement de notre cadre de vie, on continuera de le faire. L'accès des Béninois à des soins de qualité se poursuivra. L'eau, l'hygiène, ça se poursuivra. Les grands travaux qui sont en cours se poursuivront. Mais nous n'allons pas sentir ça de façon systématique, de façon dramatique, mais il y a un léger fléchissement qui sera donc ressenti quand même. On avait annoncé 2021 comme l'année du social. Oui. Maintenant, avec cette crise, on n'a pas l'impression que véritablement ça a été une année du social. Est-ce que vous leur avez demandé de reporter au moins ce qu'ils nous doivent en 2021, enfin 2020 pour 2021? Qu'est-ce qu'on vous doit? On nous a promis au moins le social. Mais le social est en cours. Aussi. Non, le social est en cours. On est 2020. Sera une année du social. Tous les projets qui sont donc confectionnés sur le plan social sont en train d'être conduits. Aucun n'est abandonné. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'année va être difficile. Aucun projet n'est abandonné. Bon, si c'était abandonné,
est-ce que le programme d'insertion dans l'emploi, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE, vous voyez que le gouvernement s'apprête donc à le lancer. Ça, c'est du social, c'était prévu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pandémie qu'on va arrêter ça. Donc les ressources pour affronter cela sont mobilisées et on continue, on va le faire. Tous les projets sociaux sont en cours. Aucun ne sera arrêté. Ça veut dire que le social est en train de prendre corps. Difficilement, nous souffrons de ce qu'il y a la contraction de nos ressources un peu, mais ça ne berce pas donc tous les projets sociaux qui ont été confessionnés. Oui, mais si tout était aussi parfait, qu'est-ce que vous leur avez reproché, le document qu'ils vous ont apporté alors? Non, nous ne sommes pas à un stade où il faut reprocher. Le gouvernement dit, voici ce que j'entends faire. Parce que les députés ont eu des recommandations. En fait, les recommandations, c'est de dire, par exemple, nous voulons désormais que on améliore davantage les conditions de vie des Béninois dans le domaine de l'emploi. Nous avons voulu que le gouvernement, de ce qui fait, fasse davantage. Donc, c'est des choses de cette nature que les députés donc, recommandent au gouvernement. Que faire pour que les communes du Bénin, par exemple, ça c'est une des recommandations, puissent faire de la mobilisation de ressources intérieures davantage. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour que les fonds FADEC puissent être libérés rapidement au profit donc, des communes pour leur permettre de faire face, d'adresser les différents problèmes auxquels les populations sont confrontées. Donc voilà, en gros, c'est les recommandations de cette nature que les députés font à l'endroit donc, du gouvernement pour lui permettre, lors de la confession donc, du projet de loi de finances, de tenir compte donc, de tous ces besoins-là pour que, à l'exécution, leur mandat puisse donc s'en sortir bien. Alors oui, on sait que c'est au nom du principe de l'unicité de caisse que certaines communes, certaines collectivités locales n'arrivent pas à bénéficier, à jouir des ressources même de leur propre territoire, leurs ressources propres. Quand il y a eu cette recommandation d'aider les communes à davantage mobiliser les ressources internes, à faire contribuer les citoyens, qu'est-ce que, par exemple, cette recommandation, quel est son sens, qu'est-ce que ça porte vraiment comme préoccupation? Oui, vous savez que il y a ce qu'on appelle la fiscalité locale. Vous voyez? Et pour lever les impôts, il faut des lois pour autoriser cela. Donc, en le disant ainsi au gouvernement, c'est pour que le gouvernement y pense pour permettre qu'il prenne des mesures. Envoyez par exemple le projet de loi. Nous avons sur la table. C'est vous qui votez. Nous avons sur la table concurremment l'initiative. Oui, c'est ça. Mais il faut que c'est ensemble. Nous l'imposons parce que si vous votez une loi, il faut qu'on trouve les ressources pour l'appliquer. Oui. Donc c'est pour ça qu'on s'entend toujours avec le gouvernement pour que cela passe bien sûr la table de l'Assemblée nationale. Nous avons un projet de loi relatif donc, au régime financier des collectivités locales. Donc ces recommandations vont permettre que le gouvernement réfléchisse davantage pour que au moment où on sera en train d'étudier ces lois-là, les amendements, les propositions que les députés voudront faire traduire dans ces lois-là, que le gouvernement ne s'y oppose pas. Est-ce que, par exemple, au cours de ce débat d'orientation budgétaire, vous avez lu dans les propos du ministre des Finances peut-être une volonté, une intention du gouvernement de choquer les Béninois dans le sens positif, bien évidemment, genre augmenter les salaires, accélérer un certain nombre d'initiatives sur le plan social, etc. Ou bien c'est le même discours habituel, voilà, poursuivre les investissements, poursuivre l'asphaltage, poursuivre H, etc. Est-ce que vous avez noté ça un peu, même si c'était à mot couvert? Depuis que ce gouvernement est là, depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon. Ma question n'était pas adressée à Gérard Benonchi de l'Union progressiste. Non. Mais au président de la commission des finances. C'est ça ce que je dis. Je dis ce que je note. C'est que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, parce que je suis là, j'étais là à la 7e législature, j'étais là à l'avènement de ce régime, j'ai vu que depuis toutes les décisions que ce gouvernement prend, c'est pour choquer positivement les Béninois, ou impacter positivement leur vécu quotidien, pour transformer leur cadre de vie. Je pense que tous les projets qui sont... Le PAG vise cela, à impacter positivement les Béninois. Et je pense qu'en regardant tel que le PAG est en train de prendre corps, beaucoup de Béninois sont en train de dire que vraiment, ce gouvernement fait quelque chose. Même si tout n'est pas rose, il commence à dire, mais quelque chose se fait dans ce pays. Selon vous, qu'est-ce qui n'est pas rose? Selon moi, tout ce qui n'est pas rose,
Bon, je n'y ai pas réfléchi tout de suite, mais l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Ouais. C'est ce qui nous manque, c'est ce à quoi nous pensons. Ce que nous avons, nous l'oublions. C'est ça l'homme. Voilà. Justement, puisque vous aviez évoqué le PAG, le programme d'action du gouvernement, oui. J'allais demander si les éléments d'analyse qu'ils vous ont proposés, notamment le lundi dernier, collent réellement avec ce qu'ils ont conçu depuis 3 ans maintenant et qu'ils ont projeté d'ailleurs. Et surtout si ça colle, est-ce que ça tient compte justement du calendrier qu'ils ont eux-mêmes établi? Est-ce que vous avez cherché à contrôler tout cela? Ah oui, le gouvernement a dit dans la projection qu'il entend donner au budget, que ce serait dans le respect de certains principes. Et les principes, c'est de renforcer les mesures qui sont prises pour la mobilisation des ressources internes, de continuer cela. Deuxièmement, l'élargissement de l'assiette fiscale, de continuer les réformes dans ce sens. Vous savez que l'informel domine chez nous. Et troisièmement, c'est l'assainissement de la gouvernance des finances publiques et de la qualité de la dépense publique. Donc tout cela est en cohérence, en lien avec la performance qu'on entend donc du programme d'action, dans la réalisation donc du programme d'action du gouvernement qui vise donc à mobiliser beaucoup de ressources pour transformer le cadre de vie du Bénin, le vécu des Béninois. Annonce sa volonté de renforcer la mobilisation des ressources internes, d'élargir l'assiette fiscale et éventuellement explorer des niches fiscales. Est-ce que ça vous fait penser, par exemple, à plus de pression fiscale? Non. La pression fiscale ne s'entend pas. Lorsqu'on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, ça ne veut pas dire qu'il faut créer de nouveaux impôts. Ça veut dire seulement que ceux qui ne payaient pas, ceux qui échappaient, ceux qui font des activités, quand même ces activités ne sont pas appréhendées par le fisc, qu'on puisse les détecter pour que toutes ces activités puissent être désormais appréhendées. Pour que la charge fiscale ne soit plus portée par une poignée de Béninois, mais que ce soit porté par un grand nombre de Béninois. Qu'on dit par exemple que l'informel pesait pour 80% dans notre économie, ça veut dire que c'est 20% seulement de Béninois qui contribuent donc aux charges qui concernent 100% des Béninois. Donc ce n'est pas bon. Donc il faut travailler. Lorsque le gouvernement veut penser aux citoyens, par exemple dans le cadre de la mesure d'atténuation prise pour aider les populations par rapport à la Covid, on n'a pas pensé à l'informel. Le gouvernement a dit les entreprises formelles, les entreprises enregistrées, c'est eux qui ont eu la part du lion des 114 milliards. Alors pourquoi, lorsqu'il est question de contribuer, on pense que tout le monde devrait... Mais quand on est un citoyen, il faut contribuer aux charges de son pays. Oui, mais quand on est citoyen, il faut en bénéficier aussi. Non? Mais oui, mais on en bénéficie. Quand on fait des routes, vous passez dessus. Quand on fait des routes et vous passez dessus, vous en bénéficiez. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous en bénéficiez. Quand vous allez aux soins, vous allez dans les hôpitaux publics, vous en bénéficiez. Donc, il y a beaucoup de... Quand vous prenez de l'eau, ce n'est pas parce que vous payez la facture que l'État subventionne une grande partie, l'État investit. C'est l'argent public. Donc, vous en bénéficiez. Nous en bénéficions de beaucoup. Sans le savoir. On va terre à terre. Est-ce qu'il y aura de nouveaux impôts pour 2021? J'ai dit tout à l'heure que nous n'en sommes pas encore à la déclinaison dans les détails. Nous sommes dans les grandes orientations. Le gouvernement annonce la taille, par exemple, du budget, mais on n'est pas au stade où on va aller dans les détails pour expliquer, on fera ci dans les détails, on n'en est pas encore là. Quand le projet de loi de finances va atterrir à l'ouverture de la session budgétaire début octobre, nous aurons tout ça là. Et nous reviendrons vers vous pour vous exposer. Vous connaissez bien le Bénin économique, le Bénin financier. Vous savez quelles sont ces sources de revenus, de mobilisation de revenus. Vous pouvez projeter à partir des ambitions qu'ils vous ont présentées justement le lundi. Vous dire certainement ils ont envie de créer d'autres moyens. Non, nous n'avons pas senti cela. Et puis la logique dans laquelle le gouvernement est en train de travailler dessus, depuis, ce n'est pas de créer beaucoup d'impôts, c'est de travailler à élargir, comme je dis, l'assiette fiscale et en dénichant, en détectant de nouvelles niches
de ceux qui ne payaient pas, pour qu'ils puissent payer. C'est tout. Et on a fait même désormais, dans le projet de loi la loi de finances de 2020, le gouvernement a supprimé beaucoup d'impôts. Pour regrouper un certain nombre d'impôts, pour faciliter le paiement aux contribuables. Donc, un gouvernement qui est dans la logique de créer d'autres impôts ne serait pas en train de faire ces choses-là. Honorable Benoît, c'est peut-être une directive de l'UEMOA, mais chaque pays implémente les mécanismes en fonction de ses réalités, le contexte qui prévaut et sans doute aussi l'actualité. Qu'est-ce que vous avez noté, ou si vous voulez, dans ce débat de l'orientation budgétaire, quelle proportion les défis électoraux dans bientôt 6-8 mois ont pris, quelle proportion ces défis-là ont pris dans le débat budgétaire? Est-ce qu'on va assister à un budget électoral en décembre prochain? Non, effectivement, ça a transparu, cet aspect a transparu lors des débats, c'est-à-dire dans les perspectives, parce que le budget sera confectionné, mais on le projette dans l'avenir, qui des fois qui est incertain. J'ai dit les scénarios dans lesquels, les hypothèses, il y a l'hypothèse de 2021 où nous avons des élections présidentielles. Justement, qu'est-ce que le gouvernement mijote pour cette année électorale? Puisque le premier trimestre de 2021 sera consacré à la campagne électorale. Dans l'hypothèse que Patrice Talon aurait déjà visé, voudrait rempiler, qu'est-ce qu'il a il mijote? Non, on ne peut pas savoir, mais ce que je sais et dont je vais vous parler, c'est que 2021 sera une année électorale et il y a l'attentisme qu'on observe souvent dans le monde des affaires. À chaque fois qu'il y a élection, cet attentisme-là sera donc présent et aura un impact négatif sur le budget, sur les recettes, sur la performance des entreprises en 2021. Est-ce que c'est ça qui explique que le budget a baissé? Forcément, c'est ça. Un des éléments qui explique cela, que forcément c'est une année électorale. Et quand il y a une année électorale, non, il y a un attentisme parce que les entreprises ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées. Et est-ce qu'il y aura changement de régime? Et vous savez que quand un régime vient, il va prendre des mesures. Donc, les gens sont donc... Je ne veux pas vous interrompre. On connaît ça déjà. On sait qu'une année électorale, il y a attentisme, il y a des conséquences. On connaît ça. Ce qu'on a envie de savoir, ce que les téléspectateurs sans doute ont envie de savoir, quels sont les bonbons, les biscuits, les cacahuètes que Patrice Talon entreprend pour cette année électorale. Ces bonbons-là, je viendrai vous les exposer en octobre. Mais vous sortez de c'est les grandes tendances. Dans les grandes tendances, on ne va pas dans les détails. Dites-nous, est-ce que vous avez senti qu'il a envie d'introduire des bonbons, des biscuits? Je peux le dire que Patrice Talon veut impacter positivement les Béninois avant la fin de son mandat. Et comme il savait qu'il avait dit qu'il entend être porté en triomphe, je pense et je le pressens que 2021, il y aura des bonbons et des biscuits et j'aurai le plaisir de venir sur vos plateaux pour vous les exposer. Vous l'avez annoncé sur ce plateau au début de 2020. Vous dites que 2020 devrait être une année de biscuits et de bonbons. On a attendu. Quel biscuit vous... À quel biscuit? Mais oui, quand on a annoncé aux jeunes que 2000, avec 4 cohortes de jeunes, ça fait 8000 jeunes, auront donc leur premier emploi dans les entreprises et vont gagner des salaires. Vous avez vu les strates de salaire. Vous pensez que ceux-là ne vont pas dire qu'ils ont des bonbons, qu'ils ont des biscuits? Ça, c'est bonbons et biscuits pour eux. Vous n'êtes pas dans le cas, vous n'allez pas sentir cela, mais pour ceux qui voient déjà qu'eux vont en bénéficier, ça, c'est bonbons et biscuits pour eux. J'ai bien envie d'aborder cet aspect-là, mais je le réserve pour un peu plus tard, puisqu'on va aborder un peu le niveau d'exécution et de mise en œuvre de la loi des finances de 2020. Mais parlons déjà justement de 2021, de ce qui est probablement prévu. On a déjà exploré le volet social, vous aviez parlé aussi du volet économique. On aura certainement quelques attentismes, en tout cas parce que on a une élection qui profile à l'horizon. Du point de vue politique, ça se sent aussi. L'horizon politique se sent-il aussi dans ce qu'ils vous ont proposé lundi dernier? Non, disons que la politique, quand on confectionne le budget, disons, la politique ne va pas transparaître de go dedans comme ça, mais on sait que l'économie et la politique s'imbriquent, s'interfèrent. Dans tous les cas, l'une n'exclut pas l'autre.
les deux se tiennent. Voilà. On a vu aussi, oui, André. Oui. On a vu un projet, d'ailleurs, que vous saluez avec insistance, de recrutement de jeunes que l'État devrait mettre au service d'un certain nombre d'entreprises à qui l'État paiera, je dois dire, des salaires. Vous êtes financier, vous êtes économiste. Comment est-ce que vous comprenez ce système-là, cette conception-là? Un État qui paye un salaire pour quelqu'un d'autre, pour l'entreprise, sans s'assurer justement que après ces 2 ans ou 3 ans d'expérience, que l'entreprise dans laquelle peut-être le jeune a travaillé pourrait reprendre la main en termes donc de paiement, de salaire et autres intérêts. N'aurait-il pas été plus judicieux, par exemple, d'offrir l'accès au financement à des jeunes entrepreneurs? Oui, j'ai entendu cela. Je pense qu'en matière économique, on fait des choix. Celui qui fait un choix tient compte de certains paramètres et en cohérence avec d'autres activités qui sont en train d'être faites déjà. Il ne faut pas les prendre de façon isolée. Le gouvernement qui est là a un programme cohérent qu'il est en train de piloter. Il y a des programmes qui permettent déjà d'offrir du financement aux entreprises jeunes, aux start-up. Il y a plein de programmes déjà qui exercent, qui sont en train donc de faire face à ces genres de choses, à ces start-up-là. Mais ici, si ces start-up commencent et ont besoin de la main-d'œuvre, ont besoin du personnel qualifié, il faudrait qu'ils en aient. Donc, est-ce qu'on a pensé à cela? C'est à cela que le gouvernement pense. Il y a des petites entreprises qui commencent, qui n'ont pas les ressources ou bien les ressources dont elles disposent ne leur permettent pas de s'offrir de la main-d'œuvre de qualité. Et lorsque vous n'avez pas du personnel de qualité, alors vos activités peuvent plomber. Vous ne pouvez pas être performant. Donc, on complète cela, le gouvernement complète le financement qu'il met à la disposition des entreprises par de la main-d'œuvre qualifiée pour que pendant 2 ans, ces entreprises puissent souffler financièrement. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et dans le même temps, ça permet à ces jeunes, ces nombreux jeunes, de se faire de la main. Parce que vous savez aujourd'hui que à chaque fois qu'on veut recruter, on parle d'expérience. Il n'y a pas une école qui forme en expérience. Il faut le faire sur le tas. Il faut aller sur le terrain. Et on veut mettre des jeunes, peut-être inexpérimentés au service des entreprises qu'on veut payer à des salaires d'expérimentés, c'est ça, hein? Mais oui, pour leur permettre de s'épanouir, pour leur permettre de se mettre résolument au travail, pour leur permettre d'être motivés. Lorsque quelqu'un est motivé, il se donne c'est au une travail. version parfois améliorée du système que l'ANPE a expérimenté, qui met des stagiaires à des sociétés d'entreprise, des institutions parfois de la République. C'est pas du nouveau au Bénin. Justement. On a expérimenté pourquoi mettre autant de moyens pour faire ça, pour faire de l'ANPE améliorée, alors que, par exemple, on peut davantage offrir des chances d'accès au financement à des jeunes porteurs d'idées d'entreprise, de projets d'entreprise. Pourquoi vous ne voyez pas ça permettre aux entreprises qui accueillent justement ces jeunes, plutôt que de leur payer un salaire, leur offrir des facilités du point de vue fiscal qui leur permettent justement de mieux recruter, de recruter davantage, de pouvoir asseoir leurs affaires, etc. Ces scénarios ont été expérimentés par le passé. Des gens ont des avantages fiscaux, mais ne recrutent pas forcément. Et pourquoi vous ne voyez pas ça? D'un autre côté, vous ne dites pas qu'en faisant ce choix-là, le gouvernement fait quelque part du social aussi. Parce que vous criez pour demander le social. Et voilà un gouvernement qui dit, je vais permettre à des jeunes qui chôment de toucher du salaire pendant 2 ans. Et vous pouvez voir ça comme étant du social. Dans ce pays, les distributions gratuites de billets. Mais au moins, on leur demande, on leur demande d'aller travailler. Ils vont travailler, ils seront payés. Donc, c'est quelque part du social. Est-ce que vous leur avez demandé ce qu'ils pensent faire de ces jeunes, si éventuellement les entreprises dans lesquelles ils ont été travailler pendant 2 ans ne les retenaient pas? Moi, je suis sûr, parce que dans un autre monde, j'ai été aussi employeur, que tout employeur n'aime jamais se débarrasser des employés bons. Lorsque vous avez des employés qui sont compétents, on les garde. On n'aime pas les lâcher. Et c'est pour cela qu'on dit, quand les jeunes là iront dans ces entreprises, quand ils vont se montrer compétents à la tâche, je suis sûr que la plupart d'entre eux seront recrutés par ces entreprises-là. Et ceux d'entre eux qui éventuellement n'auraient pas été recrutés auront eu le temps d'avoir de l'expérience et pourront s'auto-employer. C'est ça.
un des objectifs de ce programme-là, et qui c'est, après le gouvernement pourra, à l'égard de ces jeunes-là, qui ont de la matière, les aider, c'est la deuxième phase là, les aider maintenant à entreprendre. Donc, oui, vous faites employeur, vous l'avez rappelé. Oui, de bons employés, on a du mal à s'en débarrasser. Encore faudrait-il avoir des entreprises viables. Combien y en a-t-il aujourd'hui dans le secteur privé béninois capables donc de cader, de maintenir le nombre de jeunes que ce projet PSI... Est-ce que vous avez entendu les directeurs de ce programme-là parler, parce que moi je les ai entendus, dire qu'il s'agit d'entreprises qui ont été donc identifiées, qui ont formulé leurs demandes, qui ont formulé leurs besoins. On les a contactés, elles ont exprimé leurs besoins pour dire voici ce que nous voulons. Et c'est les secteurs dans lesquels elles ont exprimé des besoins, les profils dont elles ont exprimé les besoins, c'est ces profils-là qu'on veut leur offrir. Donc, ça veut dire qu'il y a une étude qui a été faite, il y a un travail qui a été fait pour recenser cela. On ne jette pas Est-ce que cette étude a pris en compte une réalité bien triste, mais de l'emploi dans notre pays? C'est que l'emploi privé est précaire, n'est pas du tout sécurisé. On licencie à bout de bras, sans conséquence. C'est aussi ça, la réalité. A-t-on pris en compte cette réalité-là dans les études? Est-ce que vous dites qu'on licencie à bout de bras, mais moi je connais des gens qui sont dans le privé jusqu'à aller à la retraite, qui sont en train de faire carrière dans le privé. Je n'ai pas la même impression que vous. Moi, je n'ai pas la même impression que vous. Je connais des entreprises qui sont au Bénin depuis 30-40 ans, où des gens sont dedans jusqu'à aller à la retraite et continuent d'employer des gens. J'en connais. Ce n'est pas forcément la fonction publique qui sécurise l'emploi, non. Dans le privé aussi, il y a de l'emploi sécurisé. Donc il y a des entreprises pérennes qui sont anciennes et qui gardent des employés. Donc partout, il y a de l'emploi sécurisé. Ce que nous recherchons, c'est qu'on ait des employés compétents. Quand vous êtes compétent, c'est difficilement qu'un employeur se libère de vous. Alors, on va dire un mot sur le budget 2020 en cours d'exécution. Nous sommes au mois de juillet maintenant. On vient de finir la moitié de l'année. Généralement, à partir de juin-juillet, on voit on accélère l'organisation de séminaires, de conférences pour consommer les budgets. C'est vrai, c'est une pratique qui tend à disparaître depuis peu dans notre pays. Avez-vous pu faire un point de l'exécution du budget 2020 que vous avez voté et mis à la disposition du gouvernement? Oui, ce n'est pas nous qui faisons le point, mais le gouvernement a l'obligation d'envoyer à la représentation nationale le point de l'exécution de son budget trimestriellement. Donc, nous sommes à fin juin, nous n'avons pas encore reçu le deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre, pour le premier trimestre, nous l'avons obtenu. Et quand on n'a pas couru, cela augure de bonnes choses. C'était rassurant. Au premier trimestre, déjà, j'ai pu vous dire que les recettes, en ce qui concerne les régies financières et les ressources de financement, cumulent à 591 milliards, soit 30%, 29,8% du budget de 2020, ou une croissance de 47% par rapport au niveau où c'était au premier trimestre 2019. Malgré la pandémie de la coronavirus, nos régies ont pu être performantes comme ça. Il est vrai qu'au niveau de la douane, la douane, il y a une régression d'environ 18%. Et au niveau du Trésor aussi. Est-ce que c'est l'effet vous savez Nigeria? Que, oui, pas Nigeria seul, parce que quand la pandémie est arrivée, vous savez que beaucoup de pays ont pris des mesures de confinement. Les entreprises n'ont pas, beaucoup d'entreprises au plan mondial n'ont pas travaillé, des gens ont fait des commandes qui n'arrivent pas. Les premiers effets ne se sont pas Il faut que les commandes arrivent pour qu'on puisse les enlever pour payer des droits de douane. C'est le paiement des droits de douane qui a souffert, et c'est parce que les marchandises n'arrivent pas comme il le faut. La douane a baissé de la performance. Donc, quand vous prenez 691 000 qui fait près de 30%, si on fait 30% fois 4, si ça devait être linéaire, vous savez, on est à 120%. Mais ça ne va pas être linéaire. Mais avec ça,
on peut dire que à l'atterrissage, en glissement annuel, qu'on pourrait donc tenir. Les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous rappeler que la Covid a atteint son point culminant au Bénin à partir du début du deuxième trimestre mois de mars. de 2020, à savoir à partir du mois de mars. Et pourtant, vous restez optimiste. Depuis février, je pense qu'au Bénin, déjà, les mesures ont commencé. On a commencé la panique à gagner le monde entier déjà. Donc, il y a du problème partout. Donc, on ne pourra pas dire que c'est après le premier trimestre, on ne pourra pas dire cela. Je suis sûr que mars aussi a été impacté. Malgré cela, nous avons eu ce que nous avons. Attendons de voir le rapport de l'exécution à fin juin pour bien donc apprécier. C'est quoi la potion magique du gouvernement béninois pour que, par exemple, le gouvernement ferme, le Nigeria, ferme ses frontières un an, puis on est resté résilient, debout. Aujourd'hui, malgré la Covid, vos propos sont tellement optimistes et vous entrevoyez également des perspectives très heureuses. C'est quoi? Quel est le secret, selon vous? Il n'y a pas de secret. Vous n'êtes pas n'importe qui, en fait. Non, vous êtes le président de la commission des finances et il n'y a pas de secret. C'est, me semble-t-il, le citoyen béninois qui doit être le premier à être au courant. Éveillé, en tout cas, tout ce que le gouvernement fait sur le plan budgétaire et sur le plan économique. Oui, je vous disais qu'il n'y a pas de miracle. Personne n'aurait imaginé par le passé que le Nigeria pouvait fermer ses frontières au Bénin et que le Bénin allait résister un mois. Non. Avant, j'entendais dire que lorsque le Nigeria éternue, c'est le Bénin enrhumé. J'entendais dire ça parce qu'il y avait une interdépendance avec l'économie du Nigeria, qu'on se disait qu'on ne pouvait pas exister sans le Nigeria. Et puis quelque part, c'était vrai. Mais à l'arrivée du gouvernement Patrice Talon, le président Patrice Talon, lorsqu'il est venu faire son premier discours devant la représentation nationale, a dit que nous devons travailler à être moins dépendants du Nigeria. Mais la querelle avait commencé. Pouvoir bénéficier de notre proximité avec le Nigeria au plan positivement, mais que les contre-coups des mauvaises décisions du Nigeria ne nous affectent pas. Et qu'il allait prendre toutes les mesures pour que l'économie du Bénin. Les mesures ont été prises et je pense que c'est les réformes, les réformes ont été faites. On n'a pas senti quels sont les éléments, en fait. Lorsque vous réformez pour pouvoir accroître votre capacité de mobilisation de vos ressources intérieures. On ne pressure pas un peu plus plutôt son citoyen. Je vous ai dit tout à l'heure que le taux de pression fiscale au Bénin n'a pas augmenté parce que si vous évaluez, je dis par exemple le taux de pression fiscale, c'est en principe selon les directives de l'UEMOA au moins 20%. Il faut que on peut aller jusqu'à 20% du taux de pression fiscale. On en est où chez nous? Mais le Bénin est autour de 10%. Sérieusement. Et pourtant, les gens, nous étions autour de 15-17%. Mais lorsque le Bénin a réévalué son patrimoine, nous sommes revenus à 10%. Donc ça veut dire qu'on parle alors que le Togo à côté est à 20%. Le taux de pression fiscale au Togo est à 20%. C'est aussi une conséquence du rebasage. Ah oui, c'est ça ce que je dis, le rebasage. Quand on a fait le rebasage, donc nous sommes revenus donc à 10%. Donc on crie au Bénin seulement que on paye beaucoup d'impôts, mais il n'y a pas du tout la pression fiscale. Quand on fait les calculs, au Bénin, il n'y a pas de pression fiscale. Est-ce que le gouvernement béninois n'a pas peut-être reporté les difficultés financières actuelles, nées peut-être de cette querelle donc des frontières, en faisant l'option d'aller sur le marché international chercher de l'argent? La politique d'endettement du Bénin, honorable, les gens, ils s'écrient et puis ils s'en inquiètent. Et apparemment, vous, ça ne vous dit rien. Oui, j'entends cette critique-là. Beaucoup de Béninois, même sur les réseaux sociaux, ont dit que le Bénin s'endette trop. Oui, pas plus tard que cette semaine encore, il y a eu 26 milliards. Vous ne pourrez pas manquer de faire la question. Les députés, oui, les députés ont posé cette question-là. Oui. Mais le ministre des Finances leur a répondu. Et c'était ça ma conviction, que ce n'est pas la dette qui est importante et qui compte, mais c'est la qualité de la dette. Si vous empruntez, vous faites quoi avec?
On dit, si vous allez emprunter pour vous habiller, hein, Ça que de rembourser. Ce serait difficile de rembourser. Mais si vous vous endettez pour construire ce qui va vous permettre de trouver des revenus, hein, pour faire de l'investissement structurant, pour vous permettre d'être en capacité de trouver des ressources pour pouvoir rembourser, c'est une très bonne dette. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est quand vous empruntez, à quel taux vous empruntez et selon quelle durée vous empruntez. Surtout selon vos moyens, vos revenus aussi. Mais oui, c'est ça, il faut avoir la capacité de payer, de s'endetter. La capacité de s'endetter, c'est vu à travers votre capacité de mobilisation des ressources. Le Bénin est venu, avec ses réformes, a accru sa capacité de mobilisation des ressources intérieures. Et c'est au vu de ça que les bailleurs vous prêtent, disent, vous avez la capacité, vous pouvez. Parce que chaque mois, ce que vous dégagez vous permet donc de payer vos dépenses, de payer les salaires, de payer votre fonctionnement, et vous dégagez un surplus. Donc ce surplus-là vous permet donc de vous endetter. Donc, quand vous vous endettez à des taux commerciaux sur des courtes durées, ça veut dire que le service de la dette, les intérêts vont plomber les finances et la trésorerie. Donc, ce que le gouvernement du Bénin a réussi récemment, c'est le reprofilage de la dette, ce qui n'a jamais été fait au Bénin. C'est quoi le reprofilage? On va chercher de l'argent moins cher pour venir rembourser, effacer de son portefeuille de dettes les dettes toxiques. Vous savez qu'au Bénin, quand on est au Parlement... En quoi est-ce que c'est une avancée payée, mais oui, remboursée par... Je vous dis comment c'est une avancée. Vous avez emprunté, par exemple, 1 million et vous devez payer 200 000 dessus. Non, disons 200 000 dessus en un an. Ça vous fait 1 million 200. Alors que vous gagnez 120 000. Si chaque mois vous devez sortir 100 000, des 120 000, il vous reste combien? Vous voyez, ça vous asphyxie. Mais si vous avez la capacité d'aller trouver 1 million ailleurs, et l'intérêt qui est dessus n'est que de 50 000, que vous allez rembourser sur 3 ans, si on calcule cela, peut-être que vous allez payer peut-être 20-25 000 par mois, vous serez à l'aise, vous avez la capacité donc de vous occuper de vos besoins, ça devient léger pour vous. C'est ça la qualité de la dette. Donc, qui ne plombe pas l'économie, qui ne plombe pas la trésorerie de l'État, qui ne le pousse pas donc à la banqueroute. Est-ce que c'est pour cette même raison que le gouvernement, par exemple, béninois, refuse une aide colossale proposée par certaines institutions de Bretton Woods? Oui. Parce que ça a été également évoqué au cours de vos travaux. Le ministre des Finances a rétorqué et a dit que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne option. Je pense que par la suite, beaucoup ont compris. Après, le Bénin a-t-il les moyens de refuser une aide de la Banque mondiale? La Banque mondiale. Oui. Est-ce que c'est tout ce qu'on vous donne que vous prenez? Certains l'ont refusé et on a vu les situations dans lesquelles ils sont par exemple, on a vu leur situation. Si vous savez que ce qu'on vous donne, ça va vous exploser. Hein? Si je t'offre de la nourriture en abondance, je dis mange. Si tu acceptes de tout avaler, je pense que tu peux exploser, ça peut te rendre malade. Donc, ça peut venir désorganiser ce que vous avez mis en place chez vous, l'écosystème. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter n'importe comment, puisque la monnaie se crée en se basant sur les capacités donc, mais pourquoi de l'économie. Le Bénin va alors pratiquement chercher les sous là sur les marchés internationaux. Comment à la petite semaine, est-ce qu'on ne peut pas regrouper justement ces besoins et les exprimer une fois pour de bon, plutôt que d'y être parfois toutes les 2 semaines à la limite? Oui, c'est que ce que vous dites là, c'est que vous savez que de plus en plus les ressources concessionnelles sont rares. Il faut aller les chercher. Donc sur le marché financier, là, vous n'êtes pas le seul demandeur. Plusieurs sont demandeurs. Si ce mois-ci, ce qui est disponible ne permet pas que vous puissiez demander ce que vous devez demander, si vous le demandez, vous l'aurez peut-être à un taux plus cher. Il vaut mieux rester dans la limite de ce qui est disponible
pour l'obtenir à des conditions meilleures. Et après, quand ça revient, vous y repartez. Sinon, si vous mettez tout ensemble, vous ne pourrez pas obtenir des conditions meilleures parce que quand c'est rare, c'est plus cher. Quand c'est rare, c'est plus cher. Parlons du contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Là, on a commencé par l'évoquer déjà. Oui. J'ai l'impression que les députés restent, en tout cas assis, vautrés dans leur fauteuil, attendant le rapport trimestriel du gouvernement pour savoir ce qu'il fait des sous qu'on lui a affectés, qu'on lui a permis d'utiliser. Quelles sont les initiatives même de l'Assemblée nationale, sinon même de la Commission des finances, pour surveiller un peu ce que le gouvernement fait et ne pas seulement se fier à ses comptes rendus trimestriels? Oui, vous avez entièrement raison. C'est une des critiques qui est faite de façon récurrente aux différentes législatures. La 8e n'échappe pas. Mais je pense que nous sommes en train de prendre conscience que le contrôle de l'action gouvernementale doit être notre leitmotiv. Et le président de l'Assemblée nationale actuelle, le président Louis Vlavonou, l'a martelé que cette Assemblée fera de son cheval de bataille le contrôle de l'action gouvernementale. Mais surtout, ce en quoi nous n'allons pas innover, mais ce qu'il faut payer, puisque notre règlement intérieur l'a prévu, c'est le contrôle des entreprises publiques. Et il a bien dit que l'Assemblée nationale va se baser désormais sur la Commission des finances pour acter ce contrôle-là. Et déjà, nous avons, moi je vous le dis, le programme est prêt. Nous avons concocté ce programme. Vous avez attendu un an? Non, ce n'est pas un an. Vous savez que aussi, il faut programmer cela, il faut étudier cela, il faut faire les thèmes de référence, tout soumettre à qui de droit, valider les choses, l'étudier avec les cadres. On ne se jette pas dedans comme ça. C'est qui? Le président de l'Assemblée nationale. Et ensemble, on va donc... Le programme est en train d'être... Les entreprises publiques sont ciblées, les moyens, j'ai dit ça au président lors de la présentation de son dernier rapport d'activité. J'ai dit, président, nous sommes prêts, il faut que vous soyez prêts. Vous êtes prêts, c'est mettre les moyens à disposition pour qu'on aille faire véritablement du contrôle. C'est difficile de contrôler l'action gouvernementale, d'interpeller des ministres, voire même peut-être, pourquoi pas, le chef de l'État, si c'est prévu par les lois. Vous préférez les lampistes, pour rabattre sur les DG. Non, mais il y a beaucoup de questions. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de questions au gouvernement qui sont à l'Assemblée nationale. Nous avons ça que des fois il y a des priorités, des lois qui vous tombent dessus, et puis c'est urgent, il faut finir vite. Vous avez été membre d'une législature, d'une Assemblée nationale où régulièrement des questions sont envoyées au gouvernement, des ministres sont interpellés, passent souvent devant vous, vous expliquez et tout. Et aujourd'hui, où ça a pratiquement existé, a disparu, et que vous entendez les critiques. Oui, ça n'a pas disparu, je dis. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, quelque part, je dis, on a la nostalgie de cela. Puisque quand... Y a-t-il une décision non écrite, une loi non écrite qui interdit aux députés de la 8e législature de poser des questions au gouvernement? Ou bien c'est parce que les deux partis présents à l'Assemblée nationale... Je vous dis que des députés, moi j'en connais, qui ont posé les questions sont là, déposées là. Mais il appartient donc à l'Assemblée de les programmer. Et je dis, les jeudis ont été retenus. Ou programmer. Ça, c'est depuis Mbouedji, ça, depuis le président Mbouedji. Oui. Mais aujourd'hui, depuis 12 mois que vous êtes là, c'est comme si les médias, les citoyens ont soif de ces explications de ministres devant le Parlement. Et je dis, vous en aurez. Vous semblez gêné par cela, et pourtant vous ne faites rien justement pour corriger. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. On fait beaucoup. Vous avez opté pour les directeurs de société d'État, quoi. Non, c'est pas ça. Mais si on attaque les directeurs de société d'État, ils dépendent d'un ministre. Donc, quand de fil en aiguille, ça touchera, ça interpellera un ministre. En tant que député, mais vous savez que député qui est président de la Commission des finances et des échanges, le phénomène de l'inondation qu'on observe dans le pays, beaucoup de citoyens sinistrés, beaucoup de gens qui ont dû abandonner leurs habitations. Alors, quelle société d'État, par exemple, allez-vous en tant que député interpeller pour venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale? Non, ça ne concerne pas une société d'État, ça c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, et comme je sais, vous savez, quelque part, quand vous êtes dans l'économie des choses, c'est difficile de venir interpeller encore. C'est pour ça que, quelque part, vous n'arrivez pas à nous comprendre, puisque nous, on a des siècles où on discute avec le gouvernement pour poser des problèmes. Vous discutez dans le dos du peuple, alors? Dans le dos, oui. Dans l'intérêt du peuple. Nous n'avons pas besoin forcément d'interpeller à l'Assemblée, mais dans des rencontres informelles, nous posons nos problèmes pour dire, mais telle chose, comment ça se fait? Mais si on nous expose qu'il y a un projet qui est en cours
revenir encore à l'Assemblée et puis poser la même question. Bon, il est vrai, quelquefois, de façon pédagogique, ça permet d'informer le peuple. C'est pour ça que je dis, c'est nécessaire. Quelque part, c'est difficile parce que des fois, vous avez déjà l'information et venir écrire encore, c'est pour, bon, peut-être vous dites c'est du folklore, mais c'est pas forcément comme ça qu'on est efficace. Vous empruntez le mot au président de l'Assemblée nationale. Oui. On me signale qu'il nous reste encore 5 minutes, alors qu'on aurait quand même voulu vous poser quelques questions sur les communes, l'actualité nationale, notamment les débuts du nouveau maire, et aussi la vie dans les partis politiques, sans oublier, bien évidemment, la présidentielle de 2021. Tanguy, je vous laisse. Oui, on va commencer par votre choix présidentiel. Non, là, les communes, la première semaine des communes. Oui, je pense. Comment est-ce que vous voyez ça? La première semaine, on a l'impression que la loi a rapidement soigné et remodelé avec quelques touches de craie et de crayon. Véritablement, n'a pas lancé les équipes communales comme on les espérait. Ah oui, mais pas partout. Il y a par endroit, peut-être, vous avez raison, mais dans beaucoup de communes déjà, donc les gens sont au travail. Moi, j'en connais qui ont tenu donc leur première session extraordinaire déjà. Et l'ordre du jour, j'ai vu, c'était vraiment meublé. Les gens ont commencé à travailler déjà. Et les différentes commissions qui sont prévues par les caisses, ils sont mis sur le pied. Mais dans les communes où ça coince, ça bloque, où ça traîne, où les conseillers se montrent un peu rétifs, etc. Oui, ça, c'est de la responsabilité des partis politiques de reprendre langue avec tous ces conseils-là pour que les choses rentrent dans l'ordre, parce que nous avons dit la réforme du système partisan, c'est pour rendre les partis, les organisations plus fortes au détriment des individus. Mais c'est progressivement que la pédagogie aidant, que les gens vont comprendre. Il est vrai que les habitudes ont la peau dure, mais les partis politiques ont la lourde responsabilité d'appeler leurs militants à entendre raison. Et je pense, si je prends moi mon cas, mon parti politique reçoit déjà beaucoup de conseillers des communes où il est sans poser problème, et des cas sont en train d'être réglés. Donc je sais, là il y a le comité juridique de gestion des crises qui travaille à plein régime pour régler tous ces cas-là. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Rendre les organisations plus fortes que les individus, n'est-ce pas la parade pour fermer les parrainages? Non, pas pour fermer les parrainages, mais quelque part, il faut dire que quand on est militant d'un parti politique, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il n'appartient pas aux militants de prendre des initiatives sans tenir compte de la ligne directrice de son parti politique. Autrement dit, vous, député, vous n'êtes pas libre de parrainer le candidat de votre choix. Ce n'est pas possible en principe, parce que il faut que cela vienne du parti politique. Quand vous êtes élu, il est vrai, vous êtes élu de la nation, mais vous provenez quand même d'un parti politique. C'est un parti politique qui a bien voulu vous mettre sur sa liste pour que vous soyez élu. Vous avez dû signer des engagements. On signe des engagements avant d'être sur la liste. Le parti a-t-il financé votre campagne? Mais oui, le parti finance. Même si vous-même vous déboursez, le parti finance en partie, et vous-même vous complétez. Mais ce n'est pas le financement qui est important. Vous ne pouvez pas être un candidat indépendant. Donc, même vous avez 1 milliard, vous ne pouvez plus jamais être candidat sans qu'un parti politique inscrit mandat appartient à votre parti. Le député n'a pas de mandat impératif. Il est élu de la nation, mais il a une obédience. Il vient d'une chapelle politique. Et la discipline de groupe impose certains comportements qui ne lui laissent pas la liberté d'agir comme il veut. Parlons toujours de la loi retouchée. Est-ce que ça n'a pas créé quelques phénomènes jamais vus, des CA qui sont remplacés par ici, par là, du haut, alors même que le jeu devrait se faire, je dois dire, au niveau des communes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème qui se pose quand le parti veut chercher à contrôler jusque dans les quartiers? Ce n'est pas le parti qui veut chercher à contrôler, c'est ce que la loi a voulu. La loi a voulu que les partis soient forts. Et le mot a dit, si vous êtes élu, c'est le parti qui dit qui sera maire, qui sera chef d'arrondissement. C'est comme ça que les partis politiques seront respectés. C'est ça. La présidentielle, c'est dans quelques mois? Oui, la présidentielle, je pense que... C'est qui votre candidat, le candidat de l'EP? Non, ce n'est pas encore dit. Candidat à la candidature de l'Union progressiste? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On n'en est pas là. Et vous savez que tout parti politique... C'est compliqué de le dire sur le plateau de télé. Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas cette ambition-là. Pourquoi?
Je ne me le sens pas. Vous aviez été pressenti président de l'Assemblée nationale. En tout cas, vous faites parmi les noms agités. Quand on peut être président, c'est la deuxième personnalité de l'État, c'est qu'on est potentiellement... C'est possible, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est possible. Et quand vous êtes dans un parti politique, je pense que tout parti politique a pour essence d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Donc, naturellement, l'Union progressiste aura son candidat, tiendra donc ses assises, désignera son candidat au moment venu. Et puis, vous saurez qui c'est. Souhaiteriez-vous que ce soit Patrice Talon ou un autre? Mais pourquoi pas? Moi, je peux le dire, que Patrice Talon fait du bon boulot. Moi, je n'aurais jamais souhaité qu'il s'en arrête à un mandat. Pas du tout. J'aurais souhaité s'il pouvait avoir seulement un deuxième mandat à la tête du Bénin. De s'en tenir à son engagement de départ, avant la période de la visée ou pas, et qu'il portait son choix sur vous comme son dauphin, vous refuseriez parce que vous n'êtes pas intéressé? Oui, je dirais que je souhaiterais qu'il continue parce qu'il a de la magie. Il ne veut pas continuer, mais il veut jouer vous. C'est difficile. C'est difficile. Ah oui. Mais nous sommes au terme de cette émission. Bon, quand on a affaire des politiques, souvent on ne voit pas le temps passer. Alors, on va vous laisser quand même quelques secondes. Pour dire un mot. Pour dire un mot. Oui, pour vous remercier. Je ne peux pas finir cette émission sans avoir une pensée pour tous les Béninois qui souffrent donc de la maladie de la COVID-19. Vous avez fait le test? Moi, j'ai fait 2 fois déjà le test. C'est négatif, mais ça, le test, vous pouvez finir le test aujourd'hui et être infecté le même jour. Donc, nous devons donc continuer. Donc, j'invite tout le monde à observer les mesures barrières, les règles d'hygiène, de lavage systématique des mains qui sont imposées parce que la vie est importante et il y a beaucoup de Béninois qui ne croient pas en cette maladie. Je les invite à y croire parce que c'est une réalité. Nous avons des proches qui sont malades, que nous connaissons. Donc, c'est une réalité, cette maladie-là. Ne la prenez pas donc à la légère. Vraiment, prenons-nous au sérieux pour pouvoir donc éviter la propagation de cette pandémie qui risque de décimer notre nation, notre population, si nous ne prenons garde. Merci beaucoup à vous, honorable Gérard Bénouchi. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes président de la Commission des finances et des échanges. On a parlé un peu du débat que vous aviez eu récemment avec le ministre des Finances au sujet donc des grandes orientations du budget général exercice 2021. Le projet n'est pas encore prêt. Vous jetez les premières idées pour y arriver justement. Merci beaucoup André Dossard. Mesdames et messieurs, cela fait donc de Zone Franche de ce dimanche matin. Vous passez une très bonne journée dominicale. On va se donner rendez-vous pour dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission.